Cette semaine, à penser plutôt à plus tard, des personnes inspirantes, le projet Les Gardiennes de la planète et des rêves pour l'avenir des aînés. Bienvenue à la troisième émission Pensez plutôt à plus tard. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Aujourd'hui, on reçoit des invités inspirants, dont Gaston Michaud, puis Madeleine Lepage, qui nous partagent leur motivation à changer le monde. On découvre les rêves et aspirations pour l'avenir des aînés, exprimés par des aînés et certains de nos invités de la saison 3. Bonne émission. Nous nous sommes rendus à la Brunante à Racine. Oui, Marie, la Brunante, première coopérative de solidarité en habitation au Québec, et Gaston Michaud en est un membre fondateur. On a questionné cet homme de 89 ans à la mémoire contagieuse pour l'entendre sur son type de leadership et ses projets. Bonjour, Monsieur Michaud. On est ici à la coopérative de solidarité La Brunante à Racine. Dites-moi, comment votre parcours a commencé? Je suis arrivé vicaire dans une paroisse à Montréal. Puis comme ils savaient que j'avais pas peur de grand-chose, puis que j'avais été capable de grandes responsabilités, on m'a envoyé travailler comme missionnaire, dans le fond, dans le quartier probablement le plus détérioré de Montréal. Ce quartier-là, plein de 10 000 personnes à peu près de la cité sociale, de chômeurs, de gens mal pris. Ils m'ont envoyé rester dans une petite maison avec eux pendant 10 ans. Et là, j'ai appris. J'ai été à l'école. Puis, la première découverte que j'ai faite, c'est que, comme je me sentais totalement impuissant, je voulais m'en aller. Parce que l'impuissance, c'est pas mon fort. Alors, tout à coup, en me promenant sur la rue, la tête qui bouillonnait, il m'est passé une idée absolument importante. J'ai compris là, pour la première fois, qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on n'est pas capable de le respecter. Donc, la charité ne change rien. L'important, c'est d'être capable de respecter la personne qui est devant toi et de trouver chez elle une base pour mon respect. Et d'être capable de lui demander de l'aide aux besoins. Alors, j'ai changé le bénévolat qui travaille de haut en bas, la charité qui travaille de haut en bas, par l'entraide qui travaille à égalité, en partenariat. Alors, j'ai appris le partenariat par le respect. Et après, pendant toute ma vie, tout ce que j'ai fait a été de trouver chez tout le monde qui m'entoure une base pour mon respect et de regrouper les gens qui peuvent s'entraider. Alors, c'est, par exemple, ici, à la Brunante, on est rendu là maintenant. La coopération, c'est l'art de mettre ensemble les capacités apprises dans ta vie. Et moi, par expérience de la vie de la coopérative ici, qu'on mette ensemble toutes nos capacités, nos intérêts, puis qu'on mélange tout ça ensemble de sorte qu'on se retrouve un groupe de partenaires égalitaires qui offrent le meilleur d'eux-mêmes. Et en faisant ça, en partageant le meilleur de nous-mêmes, il y a un côté où on peut dire qu'on ne vieillit pas. De sorte que la coopération, c'est un antidote au vieillissement. Ce qui fait qu'on ne vieillit pas, c'est qu'on a encore la fierté d'être utile, la fierté de partager avec d'autres le meilleur de nous-mêmes. Puis on a l'impression toujours ici qu'il n'y a pas de vieux. C'est d'ailleurs la phrase thème de
d'une volonté explicite des gens qui vivent ici, c'est qu'ils ont défini leur avenir par la phrase suivante: il ne faut jamais que ça sente le vieux ici. Alors c'est important. Il n'y a pas de vieux ici. Il y a des gens qui vivent, ils sont limités, ils sont capables d'en faire moins, mais il y a des proches entraidants là-dedans. Ça veut dire qu'on dit qu'il y a des proches entraidants, c'est ça, et puis qui aident les autres, mais ici, quelqu'un qui aide un autre, l'autre peut l'aider aussi pour d'autres choses. Alors, la proche entraidance, elle est structurée par la coopérative. Ouais. Et puis, il est prouvé par des recherches américaines sur une large échelle que le milieu social agréable et fort est beaucoup plus important pour la longévité et la qualité de la vie, est beaucoup plus important que la bonne alimentation, le bon air, l'exercice. En haut, là, il y a des grandes barres pour le lien social, puis en bas, des petites barres pour l'alimentation, puis les autres données. Alors, ça veut dire que, au fond, on est un organisme de longévité. Monsieur Michaud, vous êtes reconnu dans la communauté. Quelle est la recette du succès d'un leader inspirant comme vous êtes? Je pense que ça commence par avoir confiance en soi. Qu'est-ce que vous aimeriez partager à la future génération de leaders inspirants, de leaders de mobilisateurs? Enlevez vos mains de vos poches. Enlevez vos mains de vos poches, puis partagez vos savoir-faire, puis ayez du plaisir. Dites-moi, Monsieur Michaud, en terminant, vous avez 80 quelques années. Avez-vous encore des rêves, des projets ou des initiatives en cours? Oui. Oui? J'aimerais continuer à produire des meubles parce que je fais encore ça présentement. J'aimerais continuer à créer dans la maison ici, avec mes amis, avec mes partenaires, mes coopérants, encore améliorer le plaisir d'être ensemble. Puis, j'espère mourir heureux. On a le plaisir de rencontrer Madeleine Lepage, une féministe engagée qui a aussi à cœur la lutte contre la pauvreté. En prenant de l'âge, elle a pivoté vers la défense des droits des aînés. On va comprendre comment se nourrit son engagement en s'assurant que tous les aînés, hommes et femmes, reçoivent le soutien et le respect qu'ils méritent. Madeleine, vous êtes une militante de longue date. Votre parcours en est témoin. Qu'est-ce qui vous a poussé à la défense des droits et aux causes sociales? C'est mon allergie à l'injustice. Impossible pour moi de tolérer qu'on humilie les gens, qu'on les mette de côté, qu'on les fasse vivre une oppression, qu'on les... C'est vraiment très, très difficile pour moi et ça me crée vraiment un sentiment de révolte assez important. Puis, je dirais d'impuissance qui est assez intolérable. Et c'est comme ça, en connaissant, avec le temps, j'ai connu les droits, la force que pouvaient représenter les droits. Et je me suis dit, ce serait une bonne façon de canaliser ma colère et puis ma révolte, puis mon indignité devant, justement, quand on bafoue la dignité des autres. Donc, du féminisme, la lutte à la pauvreté, vous avez pivoté vers la défense des droits des aînés. Oui, bien, c'est ça. Oui, bien, les aînés, c'est arrivé un petit peu surprenant. C'est que j'avais été invitée à faire une conférence sur les réfugiés. À ce moment-là, j'étais coordonnatrice d'Amnesty International. Et puis, je suis allée à la QDR Granby présenter. Et moi, j'étais toujours avec des plus jeunes. Puis quand j'ai été à la QDR, dans la salle, avec des personnes aînées, je me suis sentie à ma place.
me suis sentie bien, comme si j'avais été chez moi. Et là, j'ai perdu certains de mes propres préjugés par rapport aux aînés, même, et j'ai vraiment écouté ce qu'elle avait à dire, puis je me suis dit, j'ai fait vraiment le lien entre le sexisme et puis l'agisme. Je n'appelais pas ça comme ça au début, l'agisme, excepté que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un lien, comment on traitait les aînés, et comment les aînés étaient riches, comment en vieillissant, il y avait, quelle que soit la personne, quel que soit son parcours, ça m'a vraiment, j'ose pas dire ébloui, mais ça m'a vraiment étonnée de façon très positive comment la sagesse qu'on acquiert avec le temps, comment c'est riche, puis comment on traite les aînés. Alors, il y a vraiment un parallèle pour moi entre les femmes et les aînés dans cette oppression systématique qui est vécue dans la société. C'est comme ça un peu que je suis devenue membre de la QDR. Est-ce que là, les enjeux te sont apparus quand tu as rencontré les aînés? Est-ce que tu vois des enjeux principaux dans la situation? C'était que j'ai assisté à une conférence d'une des membres de la QDR qui a parlé d'agisme. Et j'ai reconnu dans son discours l'agisme que moi-même j'avais vécu. Et quand j'ai senti que c'était de l'agisme, j'ai vraiment compris que effectivement, que l'agisme, c'était la même chose que le sexisme. C'est vraiment une discrimination qui ressemble énormément au sexisme. Alors, c'est ça qui m'a allumé vraiment intérieurement. Je me suis dit, oui, je vais m'impliquer dans ce groupe-là. Puis c'était vraiment ma lutte. Et vous, qu'est-ce qui maintient votre motivation et votre engagement? C'est une très belle question parce que je vais avoir 80 ans en août et je suis aussi ardente dans la défense des droits que j'ai été plus jeune. Puis, d'une certaine façon, moi, je trouve qu'en vieillissant, je suis beaucoup plus intelligente. C'est incroyable comment, et pas juste moi, mais c'est vraiment la compréhension de la vie, le recul par rapport à plein de choses. C'est incroyable, les aînés, ce qu'ils portent comme richesse, mais comme intelligence, je dirais. Vraiment, c'est différent. Donc ça serait une motivation à poursuivre son engagement. Ça vient de l'intérieur. Oui, ça vient de l'intérieur. Ça a plus de sens. C'est plus doux à l'intérieur de moi aussi par rapport aux luttes sociales. Mais mon Dieu, quelle persévérance j'ai acquise aussi Non, pour moi, c'est tellement fondamental de lutter. C'est extraordinaire. Moi, ma vie privée, puis ma vie de militante, c'est similaire. Il n'y a pas de coupure. Je ne suis pas une militante du dimanche, on veut dire, mais vraiment, c'est parce que ça me donne tellement d'agir, en fait, contre les injustices, pour l'amélioration de la vie. Puis, je suis une optimiste, finalement, parce que je porte toujours la croyance très profonde que c'est utile, que c'est fondamental. Je ne pense pas qu'on va changer toutes les choses, puis que la société dont je rêverais va se réaliser. Non, je ne pense pas ça. Mais je pense que ça garde un équilibre dans la société. Et ça, que c'est vraiment... Non, je suis encore très, très motivée. Oui. Aider les aînés à vieillir dans la dignité, continuer à être respectés dans la société, que les aînés aient leur place et qu'on les accompagne donc dans les limitations qui sont la conséquence de l'âge. Que les aînés aient un chez-soi abordable. Moi, la lutte primordiale, je fais partie de la QDR et on lutte pour le maintien à domicile, mais aussi pour avoir des logements abordables pour les aînés.
Donc, c'est une grosse partie de ma lutte que je fais et qu'on fait. Nous sommes allés à la Maison des grands-parents. Et oui, notre invitée Stéphanie Ménet nous a interpellés pour la collaboration intergénérationnelle. Son projet, Les Gardiens de la planète, invite les aînés à devenir des passeurs du savoir et des conservateurs du futur avec les jeunes. Moi, je vais la déchirer. Il n'y a personne qui regarde. C'est lui, on va faire ça. Chercher de la terre, OK? Là, lui, il va falloir que je le... Depuis plusieurs années, on est confronté à des changements climatiques qui inquiètent. D'ailleurs, la QDR a fait un sondage auprès des membres et plusieurs ont dit être inquiets de cette crise climatique. Vous travaillez sur un projet qui s'appelle « Les Gardiens de la planète ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. En fait, c'est un programme qui nous vient des États-Unis et qui s'appelle initialement « Les retraités au service de l'environnement ». Okay. C'est un programme qui a pour objectif de créer des véritables leaders de l'environnement à travers plusieurs ateliers de formation. Un premier atelier pour donner des compétences en communication et en leadership aux aînés, mais aussi pour développer un peu l'esprit critique. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce que j'entends et dans ce que je vois. Ensuite, il y a toute une série d'ateliers sur l'environnement. Donc là, ce sont des experts de la communauté qui viennent enseigner et échanger avec les aînés sur des questions environnementales, énergie, biodiversité, consommation raisonnée, enfin voilà, plein de choses sont possibles. Et puis à la fin, grâce à toute cette connaissance et toutes ces compétences qui est acquise, l'objectif, ce sont que les aînés, ensemble ou tout seuls, fassent des projets de bénévolat dans la communauté en lien avec l'environnement. OK. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lier les personnes âgées avec la cause climatique? Oui. En fait, il y a beaucoup d'études qui relient quand même les personnes aînées et les changements climatiques, mais la grande majorité de ces études relient en fonction de la vulnérabilité des aînés, en fait. Oui, c'est souvent ce qu'on entend. C'est ça. Et c'est un fait, les aînés sont vulnérables au changement climatique, mais ce qu'on oublie, c'est que la population aînée, c'est aussi une véritable source pour lutter contre les changements climatiques. Parce que ce sont des personnes qui, avec la diminution du rôle professionnel, puis parfois aussi du rôle familial, sont des personnes disponibles. Et puis je pense qu'il est temps aussi de reconnaître l'expertise, la connaissance et les savoir-faire des personnes aînées, en général, mais aussi dans le mouvement des changements climatiques. C'est bon à entendre ça. C'est très bon à entendre. Alors, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont déjà en cours avec ce projet? Alors, nous, notre projet, l'originalité, c'est qu'on va le mettre en intergénérationnel. Donc, on va mélanger les jeunes avec les personnes aînées parce qu'on souhaite lutter contre l'agisme. Et ça, c'est l'originalité de nos projets. Aux États-Unis, c'était uniquement envers les personnes aînées. Donc, on n'a pas encore d'action concrète au niveau intergénérationnel. Mais aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a eu des belles retombées de ce projet avec tout ce qui a été mis en œuvre en termes de bénévolat. On a eu la création de nombreux jardins communautaires. On a eu de l'installation de récupérateurs d'eau de pluie, de panneaux solaires, la gestion aussi de zones humides. On a eu un programme aussi qui a été créé pour recycler les médicaments. Enfin voilà, il y a vraiment de belles retombées. Puis nous, on est sûr là que si on mélange les générations, on va faire comme une belle solidarité intergénérationnelle où chacun aura sa place aussi, ses compétences, sa motivation. Puis tout ça, ça va faire encore de plus belles retombées. Oui, c'est ça. C'est un ajout très favorable au changement si on lie les aînés avec les jeunes. C'est ça. En fait, l'histoire, c'est que les changements climatiques, ça concerne quand même toutes les générations. C'est ça, oui. Puis c'est quelque chose de réciproque parce que non seulement toutes les générations impactent l'environnement, mais aussi les changements climatiques impactent la santé de toutes les générations. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. En effet. Et est-ce qu'il y a des plans envisagés pour l'avenir de ce projet-là, à travers le Québec ou... Oui, alors, on a plein d'idées, ça c'est sûr. La première chose, c'est qu'on va déjà traduire ce projet, le manuel d'implantation, en fait, on va le traduire, puis on va l'adapter au contexte intergénérationnel. On va évaluer ce projet avec, ici, à la Maison des grands-parents, avec des enfants de 9 à 11 ans et des grands-parents, mais aussi potentiellement avec des jeunes adultes de 17 à 19 ans. Donc, on va évaluer l'effet de ce programme et puis qu'est-ce que ça apporte aux communautés aussi. Et on a pour but, bien sûr, de diffuser au maximum ce manuel d'implantation pour que tous les organismes ou toutes les écoles qui veulent l'utiliser puissent se l'approprier et mener ce programme aussi. Bien, une longue vie à ce projet. Merci. Marie. Bon. Lui, il croche un peu, non? Ah, ben on pourrait le rapprocher. Moi, un peu, je vais t'enlever de la face. Il est beau! Ouais. Puis là, tu avais
tes petites plaques. Ça nous garde jeunes. Ça nous garde jeunes. C'est beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de plaisir, puis il faut les laisser aller. Tu sais, tu leur poses des questions, tu leur demandes leurs idées sur certaines choses. OK, on en remettra un peu. Fait que cet homme-là, lui et les enfants ne font qu'un. Il a son cœur d'enfant, puis il va toujours le garder. On espère. Il faut s'assurer qu'on n'a pas un trou comme ça. On va remettre... Qui est la possibilité d'avoir un dialogue soirée ouvert et non pas juste par Internet. Que les gens prennent conscience de la richesse d'une conversation. Et c'est cool de découvrir des personnes plus vieux que nous aussi parce que genre, les personnes de notre âge, on a peur qu'ils nous jugent, des trucs comme ça. Mais comme des grands-parents, genre, ils peuvent... Genre, on a moins peur d'être jugé par eux, comme. Et on peut être plus nous-mêmes. Donc, c'est cool. Puis aussi, des fois, on dit comme des histoires. Et les grands-parents ils trouvent ça très drôle. Puis ils disent, nous, dans notre temps, c'était pas comme ça et tout. Ils nous racontent leur époque et nous, ben, on leur dit notre époque. Ben, j'aime beaucoup que les jeunes et les aînés se créent des liens entre eux et ça m'amuse à moi, de mon côté. Ça m'amuse de les connaître et qu'eux me connaissent. Oui. À mon avis, le choix de me déplacer à vélo est un choix, c'est un mode de vie qui est devenu un mode de vie avec le temps. Je vous avouerai que je me déplace à vélo été comme hiver. C'est de recycler les objets du quotidien en étant bricoleur. Si je peux donner une deuxième vue, même une troisième vie aux objets, je le fais. Moi, un geste pour contribuer à l'avenir de la planète, c'est je fais du vélo et je me suis acheté un auto électrique. La dernière auto que j'ai prise, c'est un auto électrique, donc il y en a qui vont dire que c'est polluant, mais beaucoup moins que l'essence. Donc, mon effort, c'est beaucoup là que je le fais. Des aînés et des propos vraiment inspirants et une jeune chercheure qui nous invite à devenir des gardiens de la planète. C'est du penser plutôt à plus tard qui permet de garder espoir pour l'avenir et pour l'avenir des aînés. J'espère que l'espoir et le goût de l'action seront contagieux. Et pour toi, Isabelle? En effet, Marie, ça permet de garder espoir pour l'avenir. On constate qu'il y a plusieurs aînés qui, en collaboration avec d'autres générations, passent à l'action en faisant des petits et grands pas pour contribuer à la transition socio-écologique. Mais est-ce que les membres de la QDR Sherbrooke et Région ont mentionné des préoccupations? Effectivement, il y a une grande majorité des membres ont indiqué être préoccupés par les changements climatiques dans un sondage transmis en 2023. Ils sont particulièrement inquiets quant à l'augmentation de la température moyenne mondiale, des catastrophes naturelles, de la déforestation et l'augmentation des maladies pour eux et pour leurs petits-enfants. Comment ils peuvent passer à l'action, les aînés, alors? Ils peuvent voter pour des gouvernements qui proposent des stratégies durables à la hauteur des crises que nous vivons, comme la crise du revenu, du logement, de la santé, du maintien à domicile, mais aussi des changements climatiques. Ils peuvent s'impliquer dans leur localité auprès de divers organismes et associations qui réalisent des actions concrètes, comme ce qui se fait à la Maison des grands-parents avec le projet « Les gardiens de la planète ». Ils peuvent poser des petits gestes dans leur vie quotidienne. Ils peuvent joindre leur voix aux revendications des organismes comme la QDR Sherbrooke et Région, qui militent notamment à faire reconnaître le droit des aînés à un environnement sain, maintenant et pour les générations futures, et aussi pour l'amélioration des conditions de vie des aînés afin d'avoir un avenir où tous les rêves sont permis. Toutes les émissions des 2 saisons précédentes de Penser plutôt à plus tard ont démontré l'importance cruciale de préparer l'avenir pour profiter de chaque instant de sa vie et d'en rester maître, ou on peut dire autrement, rester l'acteur principal de sa vie. Cette 3e saison renforce l'engagement de la QDR Sherbrooke et Région envers cette philosophie du penser plutôt à plus tard pour pas que les plus tard deviennent des trop tard. Ces 3 saisons sont dédiées au bien vieillir, à la prévoyance et à l'importance de penser en amont
à toutes les étapes du vieillissement. Toute l'équipe vous invite chaleureusement à penser plutôt à plus tard. Merci de nous avoir suivis. Je pense que l'important, c'est de demeurer fier de ce qu'on a fait. Mon rêve, c'est que l'étape du vieillissement se soit reconnue comme une étape très, très importante dans la vie, dans nos vies, et puis qu'on en cueille toute la richesse et qu'on puisse la transmettre à la société. En fait, on a pris beaucoup de temps au commissaire pour développer un ensemble de recommandations qui auraient pour objectif d'atteindre une grande efficience pour maintenir l'autonomie des personnes âgées le plus longtemps possible. Donc, mon rêve, ce serait que l'ensemble de nos recommandations soient adoptées. Rêvons ensemble d'un Québec où vieillir sera un privilège, vieillir dans la diversité une réalité, vieillir dans la dignité un droit pour espérer mourir dans la dignité. Je pense qu'il faudrait élire plusieurs aînés, très aînés, pour s'assurer que la voix des aînés porte. Ce sera l'enjeu des prochaines campagnes électorales. Bien, moi, mon rêve pour l'avenir des aînés, c'est que, justement, les aînés se reconnaissent en tant qu'aînés et soient fiers d'être aînés, qu'ils retrouvent une place dans la société, puis qu'ils soient fiers de contribuer à la société à titre de personnes aînées. Un de mes rêves pour les personnes aînées, c'est qu'elles puissent vieillir dans des quartiers, dans des villes qui ont été pensées pour elles, avec elles, qui leur permettent de continuer à faire les activités qu'elles souhaitent faire en vieillissant, les activités qu'elles aiment, qui cherchent à réduire le plus possible les barrières à leur participation, leur inclusion. Il y a deux choses. La première, c'est que j'aimerais vraiment qu'on arrête de faire une société où il y a des catégories d'âge. Et la deuxième, c'est que je n'aime pas le mot retraité parce que ça signifie que les aînés sont en retrait de la société. J'aimerais qu'on trouve un autre nom pour les personnes aînées parce que quel que soit l'âge qu'on a, on a toujours un rôle à jouer à la société.